Il ne pouvait plus attaquer de front le palais présidentiel parce qu'il y avait des milliers et des milliers de personnes. Ça aurait été un bain de sang total. Donc ils ont inventé une histoire, on s'est trompé de chemin qui n'est pas crédible pour un sou. Jean Balland, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'avocat de famille de soldats français assassinés lors du bombardement de Bouaké en Côte d'Ivoire en 2004. Donc, Et des blessés. Qui a fait 10 victimes et 39 blessés. Vous êtes l'auteur du livre Crime sans châtiment qui est publié aujourd'hui aux éditions Max Milo. Référence à Dostoïevski. Bien sûr. On connaît les noms des 2 pilotes biélorusses auteurs du bombardement du camp français, mais on ne connaît ni les commanditaires, ni leurs objectifs. Ça reste un trou noir depuis 16 ans, alors pourquoi ? Pour être plus précis, depuis 15 ans. Mais bon, peu importe, on va pas détailler tout ça. Pourquoi ? Vous me demandez le pourquoi, la question est directe, simple, et tout est expliqué dans le livre. D'accord, mais c'est pas pour faire la publicité, parce qu'on a, dès le début, je dis bien, dès le début, tout fait pour qu'on connaisse pas la vérité dans ce dossier-là. Et mon problème qui s'est posé pendant des années dans ce dossier, c'est pas uniquement qu'on connaisse pas la vérité. Le pire, c'est pourquoi on veut pas connaître la vérité. C'est ça qui est la vérité. Bon, il y a toujours des justifications bonnes ou mauvaises pour une vérité, mais ne pas vouloir connaître la vérité, c'est que la vérité n'est pas belle du tout. Donc vous mettez en cause directement 3 anciens ministres de Jacques Chirac, oui. Michel Alliot-Marie, Dominique de Villepin et Michel Barnier. Quelle est la responsabilité d'abord de Michel Alliot-Marie ? D'abord, c'est pas moi qui les mets en cause. Je les ai mis en cause. Bon, j'ai participé à ça. C'est carrément la juge d'instruction dans cette affaire-là qui avait demandé très clairement un jugement devant la Cour de justice qui se fait pas. On verra peut-être plus tard pourquoi. Donc c'est pas moi personnellement qui les mets en cause, même si évidemment dans le livre j'explique exactement pourquoi je le mets en cause. Votre question était pourquoi Alliot-Marie ? D'abord. Quel a été son rôle ? Son rôle, c'est qu'elle a menti totalement dès le début. Totalement. Donc elle était ministre de la Défense en 2004 ? En 2004, mais c'est une personnalité assez atypique. Je crois que c'est la seule personne en France qui a été ministre régalien sur tous les postes. Sur tous les postes. Elle a été ministre de la Défense, elle a été à un moment donné ministre des Affaires étrangères, si ma mémoire est bonne, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice. Et pendant tout cet temps qu'elle est là, bon, au début, elle fut ministre de la Défense, ensuite ministre de l'Intérieur et ensuite ministre de la Justice. Ce que ça n'a pas aidé du tout la justice par la suite. Justement, la chape de plomb se fit de plus en plus dure en fonction des postes qu'elle obtenait. Et le comble avec Alliot-Marie, c'est qu'elle dit un mensonge, quand le mensonge il est démonté en tant que tel, on lui prouve par un peu d'USB que c'est un mensonge, elle change totalement, elle donne un autre qui est aussi, c'est un mensonge, etc., etc. Et s'adapte à la situation, mais toujours en disant des choses qui ne sont pas vraies du tout. Mais bon, je pense que Alliot-Marie, c'est un bon soldat qui a agi. Vous dites qu'elle protégeait sa hiérarchie, plutôt. Qu'elle protégeait, enfin, le secret d'État, en tant que bon soldat, sa hiérarchie, ou j'en sais rien qui, mais elle agit en tant que telle. Mais il y a une limite au mensonge, et une limite au fait de nous prendre pour des idiots qu'on comprend absolument rien. Et je parle pas de moi, je parle du juge d'instruction, je parle de l'opinion publique, je parle des militaires. Donc, à un moment donné, stop. Et donc, Dominique de Villepin ? Dominique de Villepin, c'est tout à fait à part. Lui, excusez-moi, je le dis très clairement, c'est le cynisme absolu. Lui, il ne ment pas. Lui, il dit qu'il sait absolument rien. Alors que c'est de loin la personne la plus impliquée dans les accords de Marcoussis. De Marcoussis, c'est par la suite, il était ministre de l'Intérieur à l'époque, ensuite Premier ministre, n'oubliez pas, avant ministre des Affaires étrangères. Quand il est convoqué devant la juge d'instruction, sa première phrase, je ne me rappelle pas exactement, elle est écrite dans le livre, moi, convoqué, je vous dis d'emblée que je ne connais absolument rien de cette histoire. Non mais, vous vous rendez compte ?
un ministre qui occupait les fonctions les plus hautes et qui fut le plus impliqué dans toutes les relations franco-ivoiriennes, qui dit presque qu'il ne connaît même pas la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est crédible une seconde? C'est pas du tout crédible. Ensuite, c'est en... Bon. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la chronologie des faits, en fait? La chronologie de quand à quand? Donc du 6 novembre. Parce que la chronologie, c'est Le 6 novembre. Bon, le 6 novembre, il y a le bombardement. D'accord? Ok. Il y avait la tragédie qui s'ensuit avec les morts et tout ça. Par la suite, il y a immédiatement la réplique de l'armée française en détruisant tous les Sukhoi, de l'aviation. Est-ce que Chirac a été dépassé par les événements ou pas? Ouais. Est-ce qu'il a détruit les avions trop vite, ce qui a créé le mouvement de protestation des Ivoiriens, ce qui a créé une chasse aux Français de la Côte d'Ivoire, ce qui a empêché le coup d'État, parce que je suis absolument convaincu qu'il y avait un coup militaire pour se débarrasser de Gbagbo, ce qui a empêché que cela se réalise totalement. Bon, c'est la chronologie la plus rapide possible. Ensuite, dès le début, on avait les pilotes en entonnement, on les a laissés échapper au Ghana, au Togo. Malheureusement pour les Français, les Togo les a arrêtés. Ils nous ont fait pour un plateau, et d'une manière concertée, comme dit la juge d'instruction, même pas moi, et organisée, tous les ministères impliqués, dont les chefs, ce sont ceux qui figurent sur le livre, ont fait en sorte que la justice ne puisse pas avoir du tout accès à cela, et ils ont donné tous les ordres possibles et imaginables à tous les services de renseignement, à tous les ambassadeurs de ne rien faire, absolument rien faire, jusqu'à quand les Togolais, ils en ont eu marre et ils ont libéré les pilotes qui sont partis, je sais pas. Donc, voilà, ça c'est la chronologie rapide. Après, l'instruction a continué avec beaucoup de... Donc, selon vous, ce bombardement qui a tué 9 soldats français... Et un Américain. Pourrait être un complot ourdi par donc, ces hauts responsables, la cellule Afrique de l'Élysée, pour finalement démettre Laurent Gbagbo et placer Alassane Ouattara au pouvoir. Sauf que donc, c'est la population ivoirienne qui a empêché ce plan. C'est bien ça? Quelque part oui, parce qu'ils ne pouvaient plus attaquer de front le palais présidentiel, parce qu'il y avait des milliers et des milliers de personnes. Ça aurait été un bain de sang total. Donc ils ont inventé une histoire, on s'est trompé de chemin, qui n'est pas crédible pour un sou, et tout ça. Mais de votre question, quand vous parlez de la cellule élyséenne ou quoi que ce soit, j'en sais strictement rien. Qui a fait exactement quoi? Si je le savais, je le dirais. C'est pour ça que je voulais une enquête, pour qu'on arrive à découvrir les coupables. Mais comme on a empêché totalement d'interroger les principaux intéressés, y compris les pilotes, c'est maintenant impossible d'arriver à trouver exactement qui a donné l'ordre. C'était le but d'une enquête parlementaire, ce que je voulais. Si cette enquête aurait eu lieu, s'il y aurait eu un jugement devant la Cour de justice, je n'aurais jamais écrit le livre. J'écris le livre parce que tout ce que s'est passé dans cette affaire-là, c'est absolument anormal, y compris de la part de certains magistrats de très haut niveau. Donc la Cour de justice de la République a décidé en 2019 de clore, donc de ne pas poursuivre ces C'est pas la Cour de justice, la commission de requête, voilà. De la Cour de justice. De justice. Là aussi, ça s'est passé par plein d'étapes. Il me faut 10 minutes pour vous expliquer les étapes, parce que la procédure est très, très complexe. Mais là, l'artisan principal de ça fut d'abord, en tant que procureur de Paris, Molins, qui n'a pas aidé du tout l'enquête, qui a toujours empêché que l'enquête arrive même jusqu'à la commission de requête de la Cour de justice, parce qu'elle n'avait jamais transmis les pièces à l'avocat général près de la Cour de cassation, qui lui aurait saisi ça.
comme ça a changé, le nouveau procureur de la Cour de Paris a saisi immédiatement l'avocat général près de la Cour de cassation, mais manque de bol, qui était l'avocat général près de la Cour de cassation, Molins. Bon, et Molins, qu'est-ce qu'il fait? Il me sort une chose d'une hypocrisie absolument totale. Oh, par souci d'équité, je saisis la commission des requêtes, mais selon moi, il n'y a aucun élément pour poursuivre les 3 ministres. Alors que, vous pouvez me croire, il y en a des tonnes. Bon, ça, évidemment, la Cour des requêtes, et ça c'est intéressant, avec une motivation absolument grotesque, le mot est faible, il dit pourquoi il ne veut pas les poursuivre, d'accord? C'est démontré dans le livre totalement, mais les motifs sont totalement grotesques, donc je le dis très clairement, alors qu'il s'agit de magistrats. Mais il y a un truc curieux, finalement, si on regarde bien, même si sa décision n'est pas susceptible d'appel. Donc pour moi, ce n'est pas une décision de justice, c'est un oukase. D'accord? Mais si on dit bien, la commission de requête donne un avis. Donc ce n'est pas le déciseur ultime. Simplement, il y a une chose, mais on a cherché, pas simplement moi, mais avec d'autres confrères et magistrats, qui finalement décide. Mais c'est marqué absolument nulle part. Ni dans le code de procédure, ni rien du tout. Donc bon, voilà. Maintenant, est-ce que ce livre va avoir une certaine influence sur les décisions futures de justice? J'en sais rien. Le général de Malocène, donc le numéro 2 de la Force Licorne à l'époque, déclare, je pense, qu'il y avait un projet politique qui était celui de mettre Ouattara en place et de dégommer Gbagbo. Je suis complètement d'accord. Comment ça se fait qu'il puisse dire ça? Est-ce qu'il sort de son devoir? Parce que c'est quelqu'un, peut-être il sort de son devoir de réserve, j'en sais strictement rien, mais c'est quelqu'un d'honnête. Et c'est un militaire qui a risqué sa vie en Afghanistan, en Irak et tout ça, c'est pas un militaire de salon. Donc Laurent Gbagbo était devenu gênant pour l'Élysée, pour la France? Pour toutes sortes de raisons, Je ne sais pas si c'était pour l'Élysée ou pour la camarilla au pouvoir à un moment donné, parce que bon, l'État français, je ne vais pas directement en cause. Comme preuve, le Premier ministre de l'époque n'apparaît même pas du tout. L'Assemblée nationale a été tenue à l'écart totalement. L'armée a été manipulée totalement. Donc c'est pas l'État par lui-même, mais c'est cette force-là que je dénonce dans le livre, qui a des puissances et des relais partout et qui fait un peu n'importe quoi. Et donc vous niez totalement le rôle de Laurent Gbagbo dans cette histoire? C'est pas moi qui le nie, c'est tous ceux qui étaient présents. C'est pas possible, donc une bavure de l'armée ivoirienne, par exemple? Ah non, impossible. C'est pas moi qui le dis, moi j'étais pas là-bas, je connaissais pas Gbagbo, je suis ni pro ni contre ivoirien, c'est leur politique, bon, peu importe. Mais tout le monde le dit, les généraux sur place, l'ambassadeur sur place, qui traite la réaction de Paris de folle, complément, ils sont fous à Paris de faire ce qu'ils font, etc. C'est pas moi qui dis ça, c'est tous les gens qui étaient sur place. Et à Paris, évidemment, ils le savaient pertinemment. Laurent Gbagbo, donc interrogé par la juge d'instruction, a dit « C'est bien Villepin qui a voulu me dégommer ». C'est une des phrases qu'il a prononcées pendant son interrogatoire. Bon, je la cite parce que bon, il était assez prudent. Et quand on est allé l'interroger à La Haye avec la juge d'instruction, ce fut très difficile. On a dû avoir pour avoir des autorisations, c'était très compliqué. Il nous a expliqué un peu tout l'historique, tout ce que vous voulez. Ses relations très fraîches avec Chirac? Oui, très fraîches avec Chirac, mais Gbagbo n'a jamais été anti-français, qu'on comprenne bien. Il ne voulait pas des accords de Marcoussis qui le mettaient dans une situation absolument impossible. Mais à un moment donné, il sort cette phrase. Bon, je l'ai notée parce que j'ai une figure dans le dossier. C'est tout.
C'est tout. Que voulez-vous que je vous dise de plus là-dessus? À qui profite le crime, selon vous? Vous voulez que je vous fasse un cours de géopolitique? Allez-y. Non, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué à qui profite le crime. Il y a... Vous savez, dans le monde, il y a maintenant, vous savez, partout, une certaine lutte entre ce qu'on appelle les nationalistes et les mondialistes, etc., etc. Cette lutte-là, bon, mais je fais une théorie, c'est pas... c'est une opinion que j'ai, mais ça vaut une opinion, ça vaut pas autre chose. Et même en Côte d'Ivoire, comme en Afrique, comme partout, il y a un peu cette tendance. Ouattara, il était très mondialiste, entre guillemets. Ok, il était président, je ne sais pas quoi. Il était au FMI. Au FMI. Il avait des approches autres que Gbagbo, qui était beaucoup plus nationaliste. Bon, j'en sais rien. Bon, donc maintenant, chacun fera peut-être des analyses, des historiens, des journalistes, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de rappeler tout ce qu'ils ont souffert des victimes, comment ils ont été traités, dès le début jusqu'à la fin, jusqu'à maintenant. C'est ça mon rôle. Je peux avoir des opinions sur tout, mais c'est pas le moment maintenant. Pourquoi avoir écarté la thèse de l'incompétence? Qu'est-ce que vous comprenez, vous, par incompétence? Par exemple, de ne pas avoir voulu arrêter militaires, donc les mercenaires biélorusses. C'était pas ça l'incompétence, ça c'est une volonté. L'incompétence, c'est où la compétence ici? Il suffisait simplement de saisir le parquet, parce que comme ça, il y aurait dû immédiatement un mandat d'amener en France, comme n'importe quelle, avec toutes les lois possibles et imaginables, loi Pelcha, etc. On avait absolument tout l'arsenal juridique. Ça, c'est une question de secondes. De secondes, c'est pas une incompétence, parce que les autres, ils nous ont tenus à disposition des jours et des jours. C'était pas 2 secondes. Tout simplement, on n'a pas voulu. Tout simplement, on n'a pas voulu. Et d'une manière concertée. Bon, il y a un ministre incompétent, il y a 2, il y en a 3. Non, mais ça, c'est pas la compétence. Ça, c'est une volonté absolue. Au cours de l'année 2020... Et je peux vous parler d'autres incompétences, mais il faut me définir l'incompétence, parce que c'est impossible d'avoir une incompétence permanente à des niveaux très élevés, à des ministères totalement régaliens tous les 3. Bon, ça serait pire, on n'est pas en Haïti, hein, on est quand même en France. Donc, en mars 2020, va se dérouler le procès par contumace d'un pilote biélorusse et de 2 copilotes ivoiriens. Un copilote ivoirien, parce que l'autre, il est mort. D'accord. Est-ce qu'il a une chance d'aboutir et à quoi ça sert ce procès? Non, le procès d'aboutir, évidemment que ça va aboutir. Évidemment, parce qu'il y a toutes les preuves. Mais justement, c'est ça où il y a une partie qui m'intéresse beaucoup et qui est assez intéressante. Ça sert parce que finalement, après un procès d'assises où il y a des condamnations, on peut demander des dommages-intérêts pour les victimes. D'accord? Qui attendent ça depuis 15 ans. OK? Et qu'on s'occupe d'eux, ces victimes-là, ils ont été totalement oubliés par rapport à d'autres, dans d'autres situations, ceux-là, totalement oubliés. Comme si on ne voulait pas s'occuper d'eux, et la manière dont les soldats ils ont été enterrés au début et que vous avez vu dans le livre, le démontre que dès le début c'est passé comme ça. Bon, donc ça c'est le but, pour moi en tant qu'avocat des parties civiles. Bon. Maintenant, ce qui est intéressant dans ce procès-là, et que j'étais le premier surpris, d'abord les réquisitoires qu'a pris le procureur, celui qui a remplacé Molins, et que finalement on a eu un procureur comme il fallait dans cette affaire-là, sont extrêmement courageuses, extrêmement détaillées, et il sort du chapitre normal uniquement contre les pilotes. Il dit très clairement que l'État n'a rien fait pour aider les familles. C'est pas un rôle de procureur. Quand il parle de ces traits-là, il parle avec une certaine ironie, mais s'il ne peut pas les mettre directement en cause parce qu'il ne peut pas les poursuivre dans ce cadre-là. Bref. Pour arriver à ça, le procès va durer 3 semaines. D'habitude, quand c'est une contumace, un procès dure une journée.
On discute pas, on discute de rien du tout. Les gens sont condamnés en absence parce qu'il n'y a pas de débat contradictoire, il n'y a rien du tout. Et après, s'ils sont arrêtés, ils n'ont qu'à faire opposition et on refait le procès d'assises. Là, c'est prévu pour 3 semaines. Qu'est-ce qu'on va faire pendant 3 semaines? Je suis le premier intéressé pour connaître ça, le premier curieux pour voir ça. Et d'une certaine manière, j'ai sorti ce bouquin à cause de ça, avant le procès. Donc, vous représentez 22 parties civiles? Oui. Comment se portent les familles des victimes? J'ai contacté absolument tout le monde, personne ne m'a lâché. J'ai demandé certains documents. Il y a même certains qu'avec leur permission, j'ai donné leur numéro de téléphone. Il y a des journalistes qui les ont contactés. Non, évidemment qu'ils me soutiennent. Le problème, c'est que je suis le seul, que je me suis battu pour eux depuis le début. Et que les juges d'instruction, évidemment, ils ont fait un travail formidable. Mais, vous savez, ils savent exactement comment je me suis battu. J'étais toujours en contact permanent avec eux depuis 15 ans. Quoi. Vous finissez notamment votre livre par la visite du président Macron fin 2019 en Côte d'Ivoire. Ça, c'est intervenu au cours. J'avais fini le livre et bang, je vois ça. Donc, il est venu notamment en Côte d'Ivoire pour rendre hommage donc, aux soldats français assassinés donc, pour son bombardement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien? Rendre hommage à des soldats français, c'est toujours bien, mais c'est surtout bien pour celui qui rend les hommages. Hein. C'était lui à la télévision, mais il n'est pas allé avec les familles. Pas du tout. Il n'a pas contacté les familles. Pas du tout. C'est très bien un hommage. Mais comme l'hommage du président Chirac. Oui, vous avez vu le bel hommage et qu'est-ce qui s'est passé après? Vous avez vu comme ils ont été enterrés comme des chiens. Comme des chiens, littéralement. Ok. C'est ça qui m'a... À ce moment-là, quand j'ai découvert ça, j'ai décidé que je ne vais plus lâcher une seconde cette affaire. D'accord? Bon. Il n'y avait aucune raison, sauf pour cacher des choses dont il avait extrêmement peur, de faire de la manière. L'ironie de l'histoire, qu'il n'était pas avec la famille et qu'il était avec Ouattara. Bon, j'ai rien contre Ouattara, c'est la politique africaine, c'est entre eux, c'est comme ça, mais bon, finalement le bénéficiaire, même s'il fut en 2011 de l'affaire Bois-qui in fine, ce fut Ouattara. Donc bon, j'ai trouvé ça un peu déplacé. Merci beaucoup Jean Ballon. Merci à vous.